Salut les smarts, salut les marques et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis Giscal et je suis accompagné cette semaine pour reviewer Monday Night Raw de mon ami Chris. Comment ça va, Chris? Salut Giscal, salut peuple catch-up. Et écoute, ça va bien, ça va plutôt pas mal. Et toi? Bon, ça me fait plaisir de te retrouver après cette longue absence. J'ai eu le plaisir de commenter avec Irem cette semaine avec toi. Je retrouve des têtes familières. Voilà, ouais, au studio, tu retrouveras toujours un peu les mêmes de toute façon. Ouais, j'ai l'impression que vous avez tenu la baraque d'une main de maître pendant cette longue absence. Et on va voir si cette tendance se confirme à Raw, puisqu'on a eu un bon petit Raw cette semaine qui avait été relativement acclamé par la critique et par notre duo à Catch Up la semaine dernière. Est-ce que toi tu avais apprécié ce Monday Night Raw également? Celui de la semaine dernière était pas mal, ouais, Je crois que j'avais mis un truc genre 3,5 ou un truc comme ça, je Oh, crois, comme note, quoi, il me semble. bah, écoute, c'est pas mal. On va voir si c'était la même cette semaine. Le Monday Night Raw de cette semaine se déroulait donc le 10 février à Ontario, au Canada. Donc nos amis canadiens avaient la chance de recevoir la troupe de la Brande Rouge et notamment la troupe du Monday Night Messiah, le Messie des lundis soirs, Seth Rollins, accompagné de Murphy, hein, ça ne vous aura peut-être pas échappé, hein, qui a été soigneusement amputé de son prénom, comme beaucoup avant lui, et de Eopi. Bon, ils sont dans le ring. Seth Rollins qui porte une petite veste en cuir particulièrement saillante, on va dire, ouais, sur torse nu, hein, voilà. Donc ça lui donne un petit look de méchant de film un peu beauf, un peu, c'est assez cliché, c'est assez rigolo. Donc bon, voilà, bon, écoute, il nous parle hein, évidemment qu'il est là pour prendre les décisions difficiles, les décisions compliquées et mener Raw vers le futur, hein, vers l'avenir, vers un avenir radieux. Il précise évidemment avec toute l'hypocrisie qui maintenant rayonne de lui, hein, que il remercie hein, le public de lui avoir attribué ce pseudonyme de Messie et cette tâche de mener Raw vers le futur. Voilà, il nous reparle un petit peu de la victoire de son trio la semaine dernière sur Kevin Owens et les Viking Raiders. Et c'est ainsi que Kevin Owens arrive pour mettre fin au prêche de Seth Rollins. Donc, bon, bah voilà, Kevin You Owens. talk too much! You talk too much, d'ailleurs, il lui dit texto, hein, you talk too much. Donc, bon, voilà, classique Kevin Owens qui se moque un petit peu de lui, hein, qui dit que, bon, déjà, que tu disais des choses stupides, maintenant tu as l'air stupide hein, avec ta veste d'andouille. Et donc, il se moque un petit peu de lui. Les Viking Raiders arrivent. Donc il dit, hein, parce que évidemment Seth Rollins qui se moque un peu, il dit bah attends t'es rigolo, tu viens parler mais t'es tout seul, donc si tu restes tout seul tu vas périr tout seul. Évidemment Kevin Owens n'est pas si bête, donc les Viking Raiders arrivent, donc c'est assez rigolo, il leur met 2-3 atémis pour montrer regarde mes alliés c'est du costaud, c'est du solide. Du coup ils ont décidé de pas attendre le main event à 4 contre 4 annoncé un petit peu plus tard dans l'émission et de tout de suite venir régler leurs affaires. Ils foncent vers le ring, 3 contre 4. Bah non, pas 3 contre 4 puisque Samoa Joe et ses nouvelles dreadlocks arrivent également par derrière pour porter la coquina clutch sur Seth Rollins et les méchants finissent par s'enfuir. Donc voilà un petit segment d'ouverture qui va annoncer plus tard le main event qui sera donc un 4 contre 4. Donc on continue à progresser dans cette rivalité, à continuer les combinaisons croisées, les chassés croisés entre les gentils et les méchants. Est-ce que ça continue, toi, de t'intéresser? Ouais, ça fait plusieurs semaines maintenant que ça dure la petite affaire, et puis ça va être un petit peu, il va y avoir une espèce de décalage étant donné Super Showdown puisque Kevin Owens il participe pas. Donc je sais pas trop comment ils vont faire scénaristiquement là d'ici les 2 prochaines semaines pour gérer l'absence de Kevin Owens par rapport à ça. Et puis après, c'est aussi, voilà, comme tu l'as dit, ça caractérise maintenant Seth Rollins, ses arrivées à Raw, à faire le méchant, le messie, voilà, il est en train de s'installer dans son rôle de heel absolu, mais il y a de la concurrence à Raw parce qu'il y en a quelques-uns des bons heels à Raw. Il n'y a Et oui. pas que Seth Rollins, quoi.
Et bon, par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette affaire, c'est le traitement du titre tag team, parce que pour le coup, il n'y a aucune évocation de la part des Viking Raiders. Tu vois, les Viking Raiders, c'est Oui, les former champions, quoi. oui. Et les Ils n'ont pas mecs, l'air de vouloir le récupérer spécialement. ouais, il n'y a que Kevin Owens qui tient le micro dans cette faction-là, et plus ou un petit peu Samoa Joe. Mais les Viking Raiders sont totalement silencieux, à part faire des Aouh et sorti de C'est ça, vraiment le pendant des AOP, quoi. Hein. Ouais. ouais, c'est le pendant des AOP, ouais. Donc ils n'ont pas le droit à la parole, visiblement, quoi. Donc écoute, ouais, c'est un petit. Moi, je commence à trouver ça un petit chouille répétitif, quoi. Mais par contre, comme ce qui se passe dans le ring me plaît plutôt bien, du coup, je regarde ça plutôt d'un bon œil. Ouais. Et voilà. Et puis bon, on est tellement habitué maintenant, c'est tellement dans le paysage, dans le show rouge, d'avoir des openers de Raw avec Seth Rollins, qu'il soit heel ou qu'il soit face, que finalement, on a l'impression d'être quasiment à la maison quand ça commence comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai, on reparlera de la qualité in-ring dans le main event. C'est peut-être ce qui sauve un petit peu aussi pour moi. Je suis un peu de ton avis. C'est voilà, d'un côté, c'est bien parce que bon, bah, voilà, on continue à bien installer Seth Rollins, son personnage, son nouveau clan. Donc on continue de leur donner un maximum d'exposition, bien poser les bases et tout. C'est peut-être en effet un poil longuet. Ça commence à tourner un petit peu en rond finalement. Bon, bah, voilà, les 4 s'aiment pas. Enfin, les 8 s'aiment pas. Ils se foutent sur la gueule chaque semaine, à 2 contre 2, à 3 contre 3, 4 contre 4, ça dépend de qui est là, qui a mal, qui a pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un sentiment d'évolution, peut-être, Ouais, dans c'est cette. un peu répétitif, quoi. Et Voilà, ça stagne, quoi. ça Ouais, manque d'enjeu, quoi. Ça ouais, manque d'enjeu, là. Tu vois, là, ça pour stagne un moi, peu, ouais, t'as raison. Et puis c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, le 27 février prochain, donc dans 15 jours, à l'heure où nous enregistrons, il y a Super Showdown. Et pour le moment, aucun match n'y est annoncé. Et c'est vrai que si tu me dis que Kevin Owens n'y participe pas, du coup, va falloir voir un petit peu comment ils font ça. Peut-être que Kevin Owens va être mis à l'écart avec une fausse blessure ou quelque chose. Bon, on va voir comment ça évolue. Mais il faut que ça évolue, quoi. Voilà. C'est un petit peu la morale de cet opener. ouais. Après, sur le papier, les 8 mecs, ça te fait quand même un affrontement quand même entre pas mal Ah, de Gol il y a du Golgoth, là, hein. il y a Là, du c'est costaud, hein, il y a du ah, muscle. Hein. pour ceux qui aiment le catch de gros monstres et de machin, ils sont servis avec ces 2 factions-là, quoi. C'est pas faux. Avec Murphy qui, écoute, fait son trou, petit à Oui, petit. Voilà, mine de rien, hein, finalement, c'est il fait peut-être lui, hein, le gagnant, le grand gagnant de ouais, cette histoire pour l'instant. il fait pas beaucoup parler de lui dans cette affaire, mais au final, il a les ceintures sur les hanches, il a la ceinture Mm. sur les hanches. Puis Et le fait personne. d'avoir viré son prénom, ça me déplaît pas forcément. Ouais, bon, ça, je Euh, t'avoue, je m'en fous, ils le font tellement. Il y a ouais, ouais, ouais. des repackaging, on en a, mais oh là là, combien par an on en a des comme ça, donc, Mais c'était assez drôle parce que du coup, c'était Tom Phillips était aux commentaires cette semaine, à Raw, et a eu quelques couacs hein, pendant l'émission, notamment pendant le match, enfin pendant le main event. Mais tu sens que c'est pas évident du jour au lendemain d'arrêter d'appeler quelqu'un par son prénom et de couper sur le nom. Il y a eu quelques Buddy Murphy qui lui ont échappé. On imagine les petites soufflantes dans l'oreillette, ça devait être assez rigolo. ouais, Mais surtout quand voilà. on a un prénom cool comme Buddy, quoi, tu vois, c'est Allez. difficile à oublier, Buddy, c'est Eh oui. difficile. Bon, on va continuer sur ce roue et on va enfin rentrer entre les cordes et passer aux choses sérieuses puisque Ah nous ouais, avions annoncé la semaine dernière Becky Lynch qui va remettre encore une fois son titre en jeu contre Asuka. C'était annoncé, Asuka qui est venue la provoquer la semaine dernière, Becky Lynch qui avait accepté avec beaucoup d'arrogance le défi en disant qu'il y avait, voilà, il y avait rien de mieux que de battre Asuka une fois que de la battre une deuxième fois. Donc c'est ce qu'elle compte faire ce lundi. Donc du coup, arrivée des japonaises avec Asuka qui gueule au micro et Kairi Sane qui est bien évidemment aux abords du ring. Et puis écoute, ça part sur encore une fois un gros match, hein, bon, 2 valeurs sûres dans le ring, 19 minutes, ouais. un affrontement qui pour moi est peut-être même était pas loin d'être le meilleur peut-être de leur série. Que j'ai trouvé très très plaisant avec pas mal de variations au niveau des contres et notamment un finish Et ouais, assez un noir. surprenant et qui casse un peu les codes à la WWE parce qu'il sort un petit peu de nulle part sur un Uranage ou une sorte de chokeslam un peu modifié de Becky Lynch. Eh bien, Asuka prend un tombé rapide Rapide, 19 Enfin non, minutes. mais à tomber rapide, pardon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, sans mise en place d'un finisher, sans setup, sans fanfare, c'est-à-dire que c'était vraiment dans le flow d'une série de contres. D'ailleurs, un très très bel enchaînement final avec des near fall et des petits paquets, enfin bref, une série de tombées assez sympa.
Et puis ce Uranage sorti de nulle part qui coupe le souffle un petit peu et qui coupe la chic au public, qui exulte soudainement. C'était voilà, une dynamique assez sympa. On verra si c'est un finisher qui rentre dans son arsenal ou si c'était une petite variation, mais j'avoue que ça m'a bien plu. Et alors déjà, peut-être ton avis sur ce match avant de passer à l'angle post-match, parce qu'il y a des choses à Ah dire. ouais, écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bon match. Voilà, tu l'as signalé, le Uranagi final est excellent et sort un peu des codes habituels avec Becky du coup. J'aime bien quand un catcheur comme ça de temps en temps change un peu la routine et puis finit les matchs d'une autre manière. Moi je trouve que c'est plutôt agréable en fait. Et donc ça se finisse comme ça, voilà, c'est surprenant du coup. Et moi j'étais totalement dans le match. Moi je trouvais super quoi de commencer un opener de Raw, tu vois, avec un Raw Championship féminin. Moi je dis allons-y, pas de problème, ça me va tout à fait bien. Et du coup, ouais, 19 minutes, c'est rare en plus un match d'une longueur comme ça sur un opener Ouais. de Raw, c'est 19 Ouais. minutes, c'est assez rare quoi. Et avec finalement peu d'intervention de Kairi Sane ringside. Un petit peu, mais pas quelque chose de vraiment fondamental pour transformer le match. Donc du coup, c'était un match compétitif et moi, ça m'a bien plu. Ça m'a vraiment Ouais, même ouais, beaucoup plu. un match bien écrit qui fait du bien aux deux. Je pense que ça fait du bien à Becky Lynch de prendre des victoires flamboyantes comme ça, bien vaillantes en weekly pour asseoir un petit peu son personnage de champion qui pour moi s'est soufflé un petit peu avant que son chemin croise Asuka. Je trouvais que c'était pas extraordinaire. Et puis Asuka qui du coup sort quand même globalement grandi parce que c'est des défaites très disputées où elle n'a pas eu recours à trop l'aide de sa comparse. Donc voilà, je pense que c'est des matchs qui sont pas mal à avoir de temps en temps en weekly pour remettre un petit peu de coup de projecteur sur la ceinture, Ouais, et sur puis la ceinture de champion. Asuka, elle est malgré tout bien over, même en perdant ce match, parce que Ouais, de toute façon, elle vient d'enquiller 2 title shots pour le titre individuel. Elle est championne par équipe. Je veux dire, elle est installée dans le roster là, tu vois, Asuka, quoi, et qu'il va falloir compter sur elle encore à l'avenir de toute façon. ouais, exactement. Moi, j'aimerais bien maintenant juste que les deux japonaises, elles aient un peu de l'adversité concernant le titre par Ah, équipe. Je pense que c'est ce c'est qui va se compliqué. passer parce que Asuka elle va être un petit peu sortie, je pense, Ah du bah oui, là oui. pendant quelques Hmm. temps, je pense. Puis pareil, toujours avec l'espèce de trou noir intersidéral anti-féminin de l'Arabie Saoudite. Donc du coup, on n'aura pas de femmes à Super Showdown. Donc il va falloir qu'ils Il va fassent falloir aller les les occuper ces storylines. filles. Ouais, voilà, il va falloir aller Ouais. faire aller les storylines vers d'autres chemins. Et qui tu verrais, Mais toi, justement, parce que le problème aussi de la scène tag team, un peu, c'est que Asuka, Kairi Sane, bon, c'est une super équipe. Moi, j'aime beaucoup leur dynamique et leur mimique, leur façon de catcher et tout. Mais c'est un petit peu la seule vraie équipe, quoi, à Raw. Alors, est-ce que ce serait peut-être le moment, à l'approche de WrestleMania, de justement pousser ce qui avait été feu le plan de Bayley et Sasha Banks à l'époque, c'est-à-dire de défendre le titre un peu partout. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de jouer la carte aussi, peut-être elles l'ont cross-brand, fait. NXT Elles l'ont fait, hein, les japonaises, elles ont déjà défendu le titre une fois à NXT. Oui, c'est vrai. Le problème, je suis d'accord après avec toi, en fait, le problème, c'est le peu de profondeur du roster féminin au niveau des équipes, quoi. Il n'y a pas grand chose. Il y a Rose Deville, il y a les Iconics qui ont totalement disparu. Tu vois, il y avait effectivement Sasha Banks, Bailey, mais ça c'est enterré entre la blessure de Banks et puis le run de championne Droopy Time de Bailey. Du coup, ça fait pas grand monde. Après, t'avais Ouais. Alexa Bliss et Nikki Cross. Ouais, mais c'est à On SmackDown, va quoi. mais elles sont à SmackDown, quoi. Ouais, Donc, comme Fire and Desire aussi, quoi. comme Fire and Desire aussi. Ouais, c'est vrai que ça manque là. Moi, je suis là, tu vois, là, ils ont éclaté de partout le Riot Squad, par exemple, alors que là, il y avait Oui. possibilité quand même de faire une équipe. Bah oui, Et bon, oui, oui. ils ont lancé Liv Morgan du côté de Lana. Ruby Riot fait un espèce de retour un peu strange, on en reparlera. C'est compliqué, hein, au niveau du championnat par équipe féminin, c'est compliqué. Ouais, pas simple, pas simple. En tout cas, il y a un truc qui va devenir extrêmement compliqué pour Becky Lynch au niveau de son championnat solo. C'est ce qui s'est passé juste après le match. Et oui, Contre Asuka, puisque ça y est, alors voilà, ceux qui, je pense, restent informés et éveillés sur les internets savaient que l'ombre d'une certaine Shayna Baszler là, planait au-dessus de la title picture de Raw, hein, on en parlait, son apparition en numéro 30 au Royal Rumble avait fait déjà vibrer quelques paires de fesses sur leur siège
quand tu as une victoire finale. Et ben finalement, ça n'aurait été que partie remise puisqu'elle est intervenue à Raw cette semaine pour agresser. Et alors là, pour le coup, littéralement, ouais, agresser et violenter Becky Lynch puisque je ne sais pas s'il nous tente un angle de tout droit sorti des années 80-90 à la Vampiro et tout. Mais Shayna Baszler qui s'est retrouvée donc du coup à mettre KO Becky Lynch et à la mordre au sang. Puisque elle l'a mordu au cou et elle ressort avec la bouche complètement ensanglantée, un sourire carnassier, et elle repart toute fière de son coup, sous un petit peu le choc du public. J'ai pas trouvé ça très très bien vendu de la part des commentateurs. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'envolée parce que c'était quand même assez inédit comme segment. Se demander un petit peu ce qu'elle est assez gore, assez fou. Mais voilà, donc Shayna Baszler qui mord au sang Becky Lynch, qui se tord de douleur. Les médecins arrivent, l'emmènent. Alors, un poil plus tard dans l'émission, juste après, on voit que backstage, du coup, elle est emmenée par les médecins qui veulent la mettre dans une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Ce qui est une réaction relativement logique et sensée, hein. C'est vrai que Becky Lynch qui refuse, dit non, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, j'ai pas besoin. Je dis, c'est quand même pas très sanitairement parlant, c'est pas très sain ce qui vient de se passer. Je pense que tu ferais mieux d'aller faire des examens quand même. Mais bon, elle refuse et puis finalement, elle dit bah écoute, si je dois y aller, je vais y aller toute seule, là, dans son style un peu à la Steve Austin féminin. Et donc finalement, elle balance le conducteur de l'ambulance, elle prend le volant et puis elle se tire à l'hosto elle-même. Et puis éventuellement pour boucler le segment, comme ça on va parler globalement de cette feud qui arrive. Un petit peu plus tard dans l'émission, évidemment, Becky Lynch reviendra et profitera, prendra le micro au centre du ring en disant voilà, bah, maintenant je me suis fait soigner, donc je reviens. Et elle provoque au micro Shayna Baszler. Elle lui dit écoute, qu'elle en a rien à faire de qui Shayna Baszler est, s'il faut qu'elle la cherche toutes les semaines. Mais en tout cas, sache que Shayna, je te conseille de me trouver avant que je te trouve parce que maintenant, ça va chier pour ton matricule. Donc ça y est, c'est parti, c'est lancé. Est-ce que c'est la feud pour WrestleMania, pour le titre Raw féminin? Qu'est-ce que tu penses de cet angle de vampire là? Voilà, tes réactions. Cet angle de vampire, ouais, ça c'était assez. Bah pour le coup, ça aussi c'était surprenant, quoi, parce que bon, autant à partir du moment où elle débarquait sur le ring, la Shayna, on s'attend à ce que ça soit pour déboîter tout le monde, mais là carrément mordre, mordre Becky Lynch jusqu'au Ah sang. ouais. Ouais, c'était quelque chose. Après, ouais, ça me fait marrer ce que tu as dit sur le comportement de Becky Lynch après dans backstage, quoi, parce que c'est vrai que ça m'a complètement fait penser à Steve Austin. Ouais. Que moi, ça m'a grave fait poiler toute la phase ambulance où elle dit je veux pas y aller, et puis qui dit finalement bah si, je vais y aller, mais je vais conduire. Et c'était quand même énorme elle revient 1 heure plus tard, quoi. Hein, Ouais. Elle va faire les petits examens, la prise de sang, hop. ouais, tranquillou, quoi. Tu te dis, putain, l'efficacité quand même des hôpitaux Ouais. américains, C'est quoi. fort, hein. Ah ouais, c'est fort. Hein, Ils ont peut-être pas la couverture sociale universelle, mais par contre, ça dépote, hein, c'est efficace. Ah ouais, t'arrives aux urgences et 1 heure après, on t'a recousu et tout, quoi. Et t'es de retour dans le ring pour dire que tu vas la retrouver, quoi, et que ça va chier, quoi. Donc écoute, moi, dans la review de SmackDown la semaine dernière, j'avais dit que j'espérais quand même quelque part que Shayna Baszler, elle allait aller à SmackDown. Bon, bah, écoute, c'est raté. Parce que j'espérais qu'elle allait à SmackDown pour remonter le niveau de SmackDown qui est tellement piteux depuis des semaines et des mois. Finalement, sans surprise quand même, elle débarque à Raw et elle s'attaque à Becky. Comme tu l'as dit, bah voilà, je crois que là, ça y est, on est lancé sur la road to WrestleMania. Et clairement, on va vers une affiche Shayna-Becky. Ça risque d'être particulièrement violent vu comment ça commence. Hein, si on se fie sur le premier segment, la première interaction qu'il y a entre les deux. Oui, ça part très, très fort. Ça part sur des bases quand même sanglantes. Et donc, écoute, maintenant, je suis curieux de voir ce que ça va donner la suite. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions physiques entre les deux après ce à quoi on vient d'assister lundi soir? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est lancé sur des bases assez incroyables. Ouais, ce retour du gore. Alors, ce retour du gore, quand même, à signaler, c'est assez drôle, c'est que la WWE, elle lance ça comme ça sur un weekly en direct, mais par contre, après, une fois qu'elle met la vidéo sur les réseaux sociaux et tout ça, elle édite tout. Oui, elle édite tout et elle fait même mieux que ça, puisqu'elle a carrément sur YouTube, elle a passé le segment en noir et blanc.
pour réduire, tu vois, l'impact du sang sur le visage de Shayna, quoi. Ouais. Et c'est assez C'est vrai drôle. que visuellement était assez impressionnant, quoi. C'est de la voir se relever, Ouais, puis ouais. elle a la bouche en sang et tout. Tu te dis, mais what the fuck? Je trouvais que les commentateurs avaient été relativement calmes quand même. Ouais, c'était assez bizarre ça. Mais Mais bon, voilà. Ouais, attends, mais je pense que le truc ouais, qui est important de souligner, t'as raison, c'est que ça commence de manière ultra sanglante, ultra violente. Tu sens dans la promo de Becky Lynch, dans la foulée, quand elle revient de l'hôpital, que c'est personnel tout de suite. Ça va chier, quoi. Donc, du coup, ils essayent de nous rejouer un truc ultra intense, ultra violent, un peu une sorte de redite de l'année dernière de sa feud avec Ronda. Avec Ronda, hein. Elle va se friter avec une nouvelle nana du MMA. Et elle va tout de suite, sans doute, envoyer du lourd au micro. Donc, bon, bah écoute, on va voir. Est-ce que Shayna Baszler va continuer sur cette lancée de violence sanguinaire, ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt essayer maintenant d'éviter Becky Lynch et de l'énerver? On va voir comment ça va se passer. Moi, ça me plaît bien. Ouais. ouais, moi aussi, je suis plutôt confiant, quoi. Donc, Ouais. écoute, on va voir. Bon, on enchaîne. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, sachez que justement entre les segments de la morsure et puis du coup de l'ambulance, il y a eu un petit match tag team qui mange pas de pain, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui fait toujours plaisir. C'est les Street Profits qui sont venus squasher gentiment mais sûrement Mojo Rawley et son lineman Riddick Moss. Rapidement, 45 secondes, avec un petit frog splash, tranquillou, avec toujours mince, comment s'appelle-t-il, notre cher ami, son nom est sur le bout de la langue, pas Angelo Dawkins, mais l'autre, qui est Montez toujours, Ford. voilà, Montez Ford. Montez Ford, qui est toujours surexcité aux abords du ring, c'est toujours très très drôle à regarder. Et juste après le match, après ce squash, Riddick Moss qui du coup se dit, bah tiens, cette équipe, elle a pas l'air de valoir tripette, je vais en profiter, et il pin Mojo Rawley pour le titre 24/7 avant de s'échapper dans la foule. Donc bah voilà, écoute, nouveau champion et un petit peu de temps d'antenne pour les Street Profits. Win-win, j'ai envie de dire, pas de rien de majeur. On va continuer avec un segment, encore un segment old school, puisque MVP est encore. T'as quand même dans le truc de Mojo Rawley, Oui, Mojo Rawley, il a perdu le titre quand même. oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, tu l'as dit, excuse-moi, Oui, excuse-moi, j'ai pas perdu. ouais. Non, non, C'est tu vois, bah, ça démontre mon attention avec ce que j'appelle le roll-up championship, quoi, tu vois. le Roll-Up Championship, Et voilà, exactement, puisque Riddick Moss l'emporte sur un Roll-Up. voilà, exactement. Donc, J'étais content de revoir les Street Profits sur le ring, hein. Ça faisait oui, un oui, moment qu'on oui. les avait pas vu catcher, hein. Ouais, moi aussi, j'étais très content. Tu vois, je dis, c'était un petit segment qui fait de mal à personne, et au contraire même, voilà, qui permet de donner un petit peu de temps de catch aux Street Profits, qui ont plus souvent des segments humoristiques en coulisses que entre les cordes. On continue avec un segment old school donc, et MVP qui est encore dans les parages après ce qu'il a avoué être son dernier match à la WWE contre Rey Mysterio il y a de ça maintenant 2 semaines, il me semble. MVP est encore un petit peu dans le paysage, et il avait décidé de dépoussiérer son segment qui avait fait une partie de son succès à l'époque, le MVP Lounge. Et qui dit MVP Lounge dit forcément le retour de la catchphrase et de l'attitude un peu heel de MVP, qui a clairement joué le heel sur ce segment, malgré les encouragements de la foule à son arrivée. Donc voilà, quand il présente le MVP Lounge, hein, c'est un endroit pour les gens importants comme moi, qui sont meilleurs que vous. C'était sa petite catchphrase toujours d'introduction pour s'attirer les huées. Et cette semaine, il accueille dans son MVP Lounge Drew McIntyre. Drew McIntyre, le futur challenger au titre universel de Brock Lesnar. Hein. On continue de marteler que c'est le challenger au titre universel contre Brock Lesnar. Peu importe si Ricochet, le moucheron, va affronter Brock Lesnar à Super Showdown. Hein. On sent bien qu'il n'a aucune chance. Ah bah ça c'est clair, c'est une Ouais, évidence. ça, mais tu vois, il continue qui- quand même à bien te mettre dans l'esprit que voilà, hein, y a pas, le match est anecdotique hein, quand même. Non, mais qui miserait 1 euro sur Ah ouais, j'ai la dit la victoire semaine de dernière, je Ricochet pense que je peux. Personne. Ouais, j'ai dit la semaine dernière, je pense que c'est peut-être un des rares matchs où je peux débloquer mon PEL et tout mettre dessus. Je pourrais j'aurais même pas à trembler.
Enfin bon, c'est pas le sujet. Drew McIntyre est là pour. T'as la chance d'avoir un PEL, c'est déjà bien. Après, Oui. On est content pour toi, mon ami Giscard. Merci. Après, de toute Mais il n'y a pas façon, grand-chose. j'ai envie de te dire que à Super Showdown, je vois pas trop en fait qui que ce soit Ricky Labelli ou que ce soit un autre, je vois pas qui va aller battre Brock Ah non, Lesnar à personne, Super personne. Showdown, sachant le programme qui est prévu pour lui derrière. Donc, Personne. Ouais, à, non, Su- c'est sûr. à Super Showdown, j'ai presque envie de te dire que le WWE Championship, il devrait presque pas être défendu, quoi. Ouais, franchement. Enfin bon, C'est histoire de mettre l'attraction et puis que Brock il touche un gros chèque à cette occasion, quoi. c'est Et ça. Ricky va en toucher un aussi, du coup. Et oui, Ricky. Allez, bravo, Ricky. Ricky, tu vois, son PEL, il va avoir une autre gueule que le tien, mon ami. Il y a de fortes chances. Tu vois, lui, il va rigoler, quoi. Tu vois, il va rigoler des- quand il va aller ouvrir son PEL. Quand il va revenir d'Arabie Saoudite, je pense que son banquier va être heureux. Ah, il va être très très heureux, son banquier. Et du coup, bah, le banquier de Drew McIntyre également, je pense, Oui, bah oui. puisque Drew McIntyre est en pleine forme. Donc il se voit refuser l'entrée du lounge au début, alors que c'est l'invité. Alors c'est toujours un peu cocasse, mais bon, évidemment, il s'empresse de balancer les feuilles et la petite barrière pour pouvoir passer et rentrer dans le MVP lounge. Donc MVP qui nous présente Drew McIntyre, qui nous explique que ces deux-là, goes way back, hein, donc ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Et MVP qui a toujours été un fervent supporter du potentiel de Drew McIntyre et qui est heureux en fait, voilà, qui est ravi de voir Drew McIntyre enfin accomplir ce potentiel à la WWE avec cette opportunité incroyable qu'il a d'aller battre Brock Lesnar euh, à WrestleMania pour le titre WWE. Donc voilà, MVP qui brosse Drew McIntyre dans le sens du poil, et puis qui finit par gentiment transgresser vers un discours où il parle un petit peu de eux en tant que groupe. Hein. Voilà, il dit que voilà, je peux t'aider, je peux. Il y a quelques gens encore, mais je les citerai pas. C'est des gens pas importants, c'est des gens qui sont pas dans le VIP lounge. Hein. Il y a quelques doutes, des gens des sceptiques, hein, des gens qui doutent de ton potentiel encore, mais pas moi. Les gens qui disent voilà, ils savent pas si t'es encore prêt à être champion. Ils savent pas si t'as ce qu'il faut pour aller battre Brock Lesnar. Et moi, ce que je te dis, c'est que je crois pas à tout ça. Je crois en toi et qu'on est capable de changer tout ça parce que on a gagné le Royal Rumble. On va aller à WrestleMania pour battre Brock Lesnar. Donc, Drew McIntyre qui bug un petit peu. Il dit quoi c'est quoi ton histoire? C'est moi qui ai gagné le Rumble. J'ai besoin de personne. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu veux être mon businessman, mon avocat, c'est ça? Et puis donc voilà, il dit moi j'ai pas besoin d'avoir une version à moi de Paul Heyman ou quelqu'un qui parle pour moi ou qui surveille mes intérêts. Je la roule solo. Je suis le total package. Hein. J'ai pas besoin d'un ass kisser. Et MVP qui dit ouais, moi j'ai certainement pas été connu dans ma carrière pour être un ass kisser. Par contre, j'étais connu pour être un ass kicker. Donc là, la tension monte entre les deux. Mais Ouais. évidemment, ça ne fait pas un pli puisque Drew McIntyre va lui balancer un petit Glasgow Kiss suivi d'une Claymore, 3-2-1 Claymore. Et Drew McIntyre, voilà, qui en profite pour montrer sa plastique toujours aussi impressionnante en enlevant son t-shirt sous les vivas de la foule. Bon voilà, coup de petit segment pour faire mousser Drew McIntyre. Est-ce que t'as aimé ce retour du MVP Lounge au passage? Ouais, ils aiment bien en ce moment là nous faire des revivals d'anciens. On a eu le Dirt Sheet à SmackDown. Là, on a le VIP Lounge du MVP. Bon, la tension, moi, je trouve qu'elle était plutôt surtout du côté du MVP parce que je pense il savait qu'il allait se faire casser la gueule à un moment ou à un autre. Ouais. Là, au moment où Drew McIntyre, il est en plus dans une telle montée de facitude. Là, avoir le MVP qui se présente un peu en heel, Ah bah oui. un peu mesquin, un peu opportuniste et voilà et qui a annoncé en plus clairement que de toute façon il allait plus avoir d'interaction dans le ring, que c'était fini, que donc apparemment il est en train de s'orienter vers une carrière de producteur là en coulisses et donc voilà, donc c'est sympa d'avoir un vétéran comme ça qui vient mettre over le bel homme du moment, le number one contender du moment.
et dont je suis particulièrement satisfait de le voir comme ça, à ce niveau-là, quoi. Et il est très bon, le Drew. Et Ouais, il est bien au micro, hein. il a le public au taquet, il est bon au micro. Quand il enlève son t-shirt, les femmes s'évanouissent. Oui, on a entendu quelques cris, en effet, aigus. Quand il fait son 3-2-1, les hommes se scarifient le visage. Bref, il a tout réussi, là. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ce segment très efficace parce que voilà, il met en avant son charisme au micro. Il met en avant sa plastique imposante et séduisante, on va dire, pour le public féminin, comme tu dis. Et puis ensuite, il met en avant son overitude sur son moveset avec le Glasgow Kiss et le Claymore qui est de plus en plus populaire comme move. Hein. Tu sens que Ouais, bah ouais. c'est Le Claymore, son... ça déboîte, hein. C'est un Ah finisher ouais. terrifiant, C'est son RKO à lui. Hein. Ah ouais. Tu sens que le public kiffe le Claymore à fond. Donc bah en fait ouais c'est le package complet ce Drew McIntyre. C'est son année. Ah bah ouais, c'est son année. Ah bah écoute, pendant les Catch Awards, on en avait parlé, hein, et ceci n'était pas une prédiction, c'était un spoiler. Voilà. De Drew, c'est l'année 2020 ou jamais, quoi. Et oui. Et l'année 2020, est-ce que ce serait pas aussi l'année du Mexique, l'année de la lucha, puisque nous entamons ce que j'espère devenir un rendez-vous récurrent, puisque c'est l'heure de la lucha à Raw, avec l'arrivée de Zelina Vega et Angel Garza, qui arrive et puis qui balance un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, il balance sur Rey Mysterio, il balance sur Humberto Carrillo. Donc, voilà, Angel Garza, c'est un... Alors, j'ai pas très bien compris cette expression, comment est-ce qu'on pourrait la traduire. C'est un homme à homme, en quelque sorte. Alors, c'est parce que c'est un homme qui est au-dessus des autres hommes, hein, si j'ai bien suivi. Mais c'est bien évidemment aussi un homme à femme, hein, puisque voilà, il en profite pour lancer son plus beau sourire et dire qu'aucune femme ne lui résiste. Donc voilà, bon écoute, il se la pète un petit peu, il en profite quand même pour prendre le micro. Enfin voilà, Zelina Vega le laisse parler un petit peu. Hein, il montre que parmi toute la petite troupe de lucha de Mexicains de la WWE, il a une petite promo. Il parle anglais, il se débrouille. Donc c'était toujours plaisant à voir. Il a un match de prévu contre Cédric Alexander, sauf que juste avant ça, les provocations attirent hors des coulisses Humberto Carrillo, le cousin qui arrive, qui attaque, ça se tabasse, ça se cogne, ça brûle, et la sécurité les sépare. Donc voilà, bon, écoute, petit prolongement de cette rivalité mexicaine intrafamiliale, intestine là, qui sévit depuis maintenant plusieurs semaines, croisée avec Andrade, avec Rey Mysterio, avec Carrillo, avec Angel Garza. Donc assez sympa. On a enchaîné sur du coup un match entre Garza et Alexander. Un match assez rapide où finalement en 2 minutes 35 ils ont eu le temps de faire quelques cabrioles assez plaisantes, et Angel Garza qui gagne sur son Wing Clipper. Donc victoire rapide et efficace pour celui qui monte, la force qui monte du côté des poids légers, on va dire, même si on parle plus de division cruiserweight à Raw. Tu sens que peut-être, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, je sais pas toi ce que t'en penses, peut-être que le salut finalement des cruiserweight, et peut-être que ce qu'ils ont jamais réussi vraiment à faire avec les cruiserweight passe par le retour sur le devant de la scène de la lucha. Bah, pourquoi pas, écoute, moi ça serait pas fait pour me déplaire de Oui. toute façon, mais après moi je voudrais juste passer un petit coucou amical à Cédric Alexander. Oui. Qui Salut est Cédric. bon, et merci à toi Cédric d'être venu Il est jobber loin le temps où il à Raw challengeait lundi AJ soir. Styles. Ah Oui. ouais, il est très loin ce temps-là, ouais, très Oui. loin, un temps que les moins de 6 mois ne peuvent pas connaître. Mais non, mais écoute, il y a aussi pas mal de concours de circonstances dans cette affaire, parce qu'il y a la suspension d'Andrade qui fait aussi que c'est Garza qui se retrouve à être mis en avant. Comme tu le dis, Garza, il a une particularité quand même dans les derniers luchadors qui viennent d'arriver, c'est qu'il maîtrise l'anglais, quoi. Donc du coup, il peut faire de la promo, il peut parler, du coup, il est assez intéressant pour ça. À NXT, il avait fait quelques trucs assez sympas, et effectivement à 205 Live aussi, pour ceux qui regardent encore 205 Live. Salut à vous.
Ouais, voilà. Donc, victoire d'Angel Garza. Écoute, moi, je vais détourner le truc en te disant que j'avais proposé sur le Discord, c'est que moi, je trouve qu'ils ont toujours ce fameux problème à qui sera la star latino qui va succéder à Rey Mysterio ou à je ne sais pas qui ou à Alberto Del Rio. Et qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant de Exactement. luchadors à la Exactement. WWE. Et moi, je pense qu'il serait peut-être opportun de créer un petit clan, voire même un gros clan. Moi, sur le Discord, j'avais appelé ça une Nuestra Familia, tu vois, Ah, qu'on ouais. regroupe les catcheurs latinos et qui prennent le pouvoir d'un des deux weekly. Là, moi, je trouve que ça aurait été intéressant. En tout cas, si la WWE est intéressée, moi, je suis prêt à booker ce genre de choses et à m'occuper. Avec un petit heel turn de Rey Mysterio. Ouais, par exemple, pourquoi pas. Ouais. Et, Moi je suis d'accord. m'occuper d'une Nuestra Familia de luchador, là, ça serait très intéressant. Alors, le problème, c'est que j'avais fait un peu le décompte sur le Discord entre Angel Garza, Humberto Carrillo, Rey Mysterio, Andrade. Si on rajoute à ça Raúl Mendoza, voilà, des choses comme ça. On peut mettre Sin Cara. Sin Cara n'est plus là, mais Ah, il est plus là, pardon. il manquerait un powerhouse à ce clan, quoi. Mais il manquerait un gros costaud. Voilà, mais il pourrait y avoir une grosse invasion mexicaine qui serait, à mon avis, et qui déplairait fortement à Donald Trump, notre Hall of Famer à tous. Et ça serait assez marrant, quoi. Bon, pour l'instant, en tout cas, ils s'entre-déchirent entre eux, parce que voilà, Garza et Carrillo sont quand même des cousins à la base, donc ça s'entre-déchire entre eux. Le titre US a été un petit peu enterré pour l'instant. Le temps, ils ont pas décidé de pas le rendre vacant, c'est quand même à noter. Non, ils ont décidé de pas le rendre vacant, en effet. Ouais. Malgré que Andrade ait trop abusé de la mexicaine, on a décidé de lui laisser le titre US. Sachant que Andrade, du coup, aura un match à Super Showdown qui a été annoncé, mais qui ne sera pas pour le titre US. Qui ne sera pas pour le titre US, Qui sera pour un nouveau trophée, magnifique trophée. Ouais, un truc formidable, là. Le Two Wake Trophy, je sais pas quoi, Two Wake. Two Wake Trophy, ouais, je sais pas trop quoi, ouais, enfin bref, genre le truc il sert à rien, quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est Super Showdown, c'est l'Arabie Saoudite, ça n'a aucun sens, donc voilà. Donc du coup, écoute, voilà, on va voir la suite de ce qui va se passer. Je suis quand même curieux de moi, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment Zelina Vega va justement gérer le retour de Andrade après avoir autant mis en avant Angel Garza. Et oui. Est-ce qu'il va y avoir une jalousie? Ouais, et est-ce que du coup il va y avoir de la bagarre genre Carrillo, Mysterio versus Andrade et Garza? Et potentiellement, ça nous fait déjà une tag team Garza-Andrade qui pourrait être intéressant. Eh oui, beaucoup de choses sont possibles. Et en effet, je rebondis sur ton commentaire parce que c'était un peu celui qu'on avait eu la semaine dernière. Finalement, après pas des décennies, mais pas loin quand même, d'obstination de la WWE à chercher sa star latine, son unique, sa poule aux œufs d'or sur le marché mexicain, finalement, peut-être que on va voir comment les choses se décantent sur 2020, est-ce que la mayonnaise prend, mais peut-être que la solution, c'était une sorte de collectif, ou en tout cas de micro-division un petit peu qui se veut le remplacement des cruiserweight, mais voilà, un moment dans le show où ça catch lucha avec plusieurs vraiment individualités bien reconnaissables mexicaines, plutôt que de sans cesse avoir un gars qui n'arrive pas à percer, souvent avec des problèmes d'anglais. Ouais, c'est vrai. Donc on va voir comment ça se passe, mais moi c'est vrai que ça me plaît bien. Est-ce que ça te plaît? On va voir ça tout de suite, ce qui se passe, parce que du coup la scène féminine à Raw s'active, contrairement à SmackDown avec Droopy, puisque entre Becky Lynch et Shayna Baszler, Asuka, Kairi Sane, nous avions également un segment important cette semaine, puisque Rhea Ripley, la championne NXT, était dans la place pour la 2e semaine consécutive. Elle est interviewée et elle dit, voilà, j'attends toujours la réponse de la reine, Charlotte. J'attends la réponse de Charlotte. Elle est venue, je suis venu à Raw, je n'ai pas eu de réponse la semaine dernière. Elle est venue à NXT, je n'ai pas eu de réponse. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec Charlotte. Donc je suis encore là et elle sait où me trouver. Sauf que passait par là la fille des bois, Sarah Logan, qui passait par là et qui dit Rhea Ripley, t'es marrante là, mais tu te prends pour qui à débarquer à Raw et à provoquer les catcheuses de Raw, t'es qui Et donc Rhea Ripley d'ailleurs qui lui répond malheureusement fort justement pour Sarah Logan, mais attends, moi je suis la championne de NXT, toi t'es qui? Donc ça fait toujours plaisir. Donc du coup Sarah Logan qui juste après une petite coupure sort dans l'arène et prend un micro, va dans le ring et qui dit
Bah écoute, apparemment, Rhea Ripley, elle sait pas qui je suis, donc je vais lui montrer. Donc vas-y, viens, que je te botte le cul. Rhea Ripley arrive. Elle la déglingue en 40 secondes, d'après mon report. Mais en tout cas, en effet, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas très long, puisque c'est Big Boot, coup de la corde à linge, un dropkick assez impressionnant vu la carrure de Rhea Ripley aussi, et puis son Riptide. Et donc Sarah Logan décède des mains de la championne NXT, qui fait donc place nette du ring et qui prend le micro pour demander à Charlotte de venir pour lui donner sa réponse. La reine, la reine qui était, qui d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais qui avait fait retentir sa musique juste avant le début du match pour observer, est en haut sous le titantron, et puis elle prend le micro et elle dit bah attends, t'es marrante Réa, mais tu veux une réponse, mais moi je sais même pas si lundi prochain tu seras encore championne, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Wouh et elle s'en va parce que c'est vrai que Rhea Ripley défend son titre à à Portland, pardon, dans un NXT Takeover contre Bianca Belair dimanche. Donc bah voilà, c'est vrai, elle a pas tort, Charlotte. Ah bah non, elle a pas tort. Bah, carrément. Carrément qu'elle a pas tort. Ah non, mais ah, moi j'aime bien là, ce qui se passe là, avec Rhea Ouais, Ripley. Bon, Sarah Logan, on va l'évacuer, hein, c'est un peu comme Cédric Alexander, hein, rest in peace, quoi. oui, Voilà, quoi. Donc Sarah Logan, ouais, t'es qui toi? Voilà, je pense que ça résume le segment de Sarah Logan. Après, non, non, mais ça m'intéresse bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est le positionnement de Rhea Ripley vis-à-vis de Charlotte, qui finalement, c'est Rhea Ripley qui est demandeuse face à Charlotte. oui, Finalement, là, tu as un espèce de confrontation entre la queen, la reine, la patronne du roster depuis plusieurs années, et puis la breakout star, quoi. Voilà, Rhea Ripley, là, depuis les Survivor Series de 2019, là, elle monte en flèche et elle a un règne puissant en tant que championne de NXT. Elle a un gros match, effectivement, qui l'attend ce week-end, là, parce que moi, je suis très curieux de ce takeover ce week-end. C'est à Portland, hein, c'est ça, ce takeover Portland? Oui, ça doit être oui, oui, ça. c'est Takeover Portland, oui, oui, tout Takeover à fait. Portland, hein, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, j'aime bien, en fait, je sais qu'il y en a certains que ça insupporte, mais pour le coup, moi, j'aime bien ce truc que Charlotte fasse tourner en rond. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va pas faire. Et d'avoir Rhea Ripley qui est en position qui demande, quoi, qui dit, bah ouais, ok, bah moi j'ai le titre NXT, vas-y, viens, Ouais, affronte-moi, moi je suis mais prête. Voilà. ouais, c'est Moi, vrai que ça me plaît bien, moi moi. j'avoue, j'étais pas forcément très fan au début, parce que je trouvais que c'était dommage que ce soit. Enfin, je voulais pas que ça se transforme en fait en Rhea Ripley court après Charlotte pour la limite la supplier dans les faits, quoi. Que vas-y, affronte-moi à WrestleMania, parce que je trouvais que c'était dommage, c'est quand même elle la championne, et j'avais un petit peu le sentiment qu'il voulait quand même essayer d'élever NXT un petit peu plus haut que bah voilà, une sorte de brand de seconde zone avec la championne qui vient taper, enfin qui vient s'accrocher à la jupe d'une nana du main roster pour dire s'il te plaît, défie-moi. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est que la tournure des événements, c'est plus. Bah, en fait, Charlotte n'a pas voulu répondre. Et Rhea Ripley, en fait, lui demande juste elle demande juste une réponse, quoi. Genre, dis-moi, quoi, parce que enfin, tu fais ta mariole, là, tu fais ta reine, tu fais ta belle, mais tu veux pas me répondre. Réponds-moi, t'as peur, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, je trouve que déjà le positionnement est un petit peu plus fin, c'est pas mal. Et puis Charlotte qui joue avec elle là en disant attends, tu vas peut-être perdre ta ceinture ce dimanche. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à toi alors que pour l'instant ton avenir est incertain, alors que moi je suis là, je suis la reine. Je trouve que c'est Ouais, pas bah ouais, mal. hein. C'est les C'est mind pas- games, c'est c'est bien. les mind games. Et tu Ouais. vois, pour le coup, c'est un peu plus. Alors, le build semble tellement poussé que, pareil, on se doute bien que Rhea Ripley va pas perdre sa ceinture dimanche contre Bianca Belair, mais n'empêche que il l'inclut scénaristiquement comme une possibilité, ce que je trouve assez plaisant. À contrario pour revenir à l'histoire du WWE Championship de Brock Lesnar, il y a zéro doute, il y a aucune mention, tu vois. Alors c'est vraiment Drew McIntyre ne parle que de Brock Lesnar, et tout le monde ne parle que de Drew McIntyre contre Brock Lesnar. Je trouve que c'est un peu dommage. Là, c'est mieux fait, tu vois. Ouais, ouais, mais bon, ils ont certainement pas construit assez de challengers crédibles auprès de Lesnar, C'est alors que sûr, c'est sûr. chez les filles, ça me paraît plus équilibré, tu vois, quoi. C'est sûr que c'est plus ouvert, c'est Parce sûr. que, tu vois, par exemple, sur le Takeover Portland de ce week-end, Rhea Ripley, en face d'elle, elle a pas une peintre, quoi, tu vois, quoi. Ah non, Ça va être un sacré putain de combat, moi, je vous dis, les filles. ça va cogner, hein. Ouais, ça va Ah cogner. ouais, peuple de catch-up, allez voir le match féminin de NXT, parce que de toute façon, traditionnellement, le match féminin à NXT Takeover, en général,
il envoie toujours du lourd. Hein. Et là, franchement, après la perf de Bianca Belair au Rumble, là, le match qui s'annonce ce week-end, je pense, va envoyer du bois. Ça va être bien. Ouais, la carte est assez sexy. Hein. C'est pour ça que Charlotte a tout à fait raison de dire bah Et attends, oui. comme tu l'as dit, ton avenir est incertain. Moi, sur quoi je vais m'engager sur un truc comme ça alors que ça se trouve, ça va même plus être toi mon interlocutrice la semaine prochaine. Donc, Ouais. Bah oui, et du coup ça nous donne une bonne transition puisque bah voilà, on en parlait un petit peu, c'est la suite logique, et lui pour le coup son avenir semble certain, on en a déjà parlé, hein, on a même parlé de PEL, hein. C'est Ricochet, ah bah ouais. Ricky la belle vie, qui affronte cette semaine Bobby Lashley, qui était un des perdants du Triple Threat avec Seth Rollins, pour le droit d'affronter Brock Lesnar à Super Showdown. Donc Ricochet vient se faire un peu les dents sur... donc déjà, le booking du match, je trouve, est pas mal à 2 semaines de l'événement, parce que c'est vrai que bon, voilà, Ricochet, on va voir ce qu'il vaut en 1 contre 1 contre une powerhouse. Hein. Bobby Lashley, c'est un peu une sorte de Brock Lesnar, donc c'est plutôt intéressant de voir ce que Ricky va donner contre lui. Il nous a, il nous a évidemment gratifié d'une magnifique promo Ricochet, hein, juste avant de rentrer sur le ring, sublime, avec les bégaiements dont il a le secret. Je suis sûr que tu as encore une fois été ébloui par le charisme de Ricky. Ah bah ouais, comme Euh, d'habitude quoi. Moi j'étais subjugué. Hein. C'est Quel tellement, leader, quel homme. c'est tellement Euh, beau. J'en ai les larmes qui me coulent moi. Ah ouais, ouais. Alors, c'était fou, c'était fou. Et donc c'est fort de ce momentum, de ce discours enflammé, hein, vraiment que bah du coup qui s'avance sur le ring avec sa musique de super-héros là. Il arrive sur le ring et il se frite donc à Bobby Lashley dans un match que j'ai trouvé vraiment très sympa à suivre. Carrément. Puisque ils ont très bien joué cette partition justement bah, de David contre Goliath. Bobby Lashley qui a été très très convaincant. Ricochet super propre, bon selling de face. C'était une belle répétition, on va dire, un bel aperçu de ce que pourrait donner un affrontement sympa avec l'intensité de Lesnar en plus. Voilà, ils ont pas non plus sorti de trop de folie. Et Ricochet finit par gagner, logiquement quand Yes, même, au bout de 11 yes. minutes, puisqu'il aurait été quand même Mais oui. un peu con de faire un finish en eau de boudin. Il faut le pusher un minimum quand même, hein, le gars. Donc victoire de Ricochet au bout de 11 minutes 30 sur son 630 splash. Bam, Et ben bang, voilà, bang, du, du, bang. du momentum pour Ricky, du momentum. Eh oui, du momentum, plein de momentum pour le jeune. C'est bien, c'est parfait. En plus, sachant que Lesnar va le démembrer à Super Showdown, bah, le garçon, il faut qu'il en profite, hein, qu'il profite bien de ces 2 semaines là, Ah bah ouais. qui kiffe sa life à mort, qui pense à toi, Giscal, quand il va aller ouvrir son PEL. Ouais. Et voilà, moi, je lui souhaite que du bonheur, au Ricky. Après, le truc, c'est que on peut remarquer quand même sur les dernières années que Brock Lesnar se sort souvent les doigts du cul face à des petits Oui, gabarits. c'est vrai. Il a parsemé de très bons matchs face à des petits gabarits. Ah oui, oui, on pense à Rey Mysterio, À Daniel à Bryan, Daniel Bryan, même Edge à Styles d'une certaine AJ façon. Styles, Finn Balor. À chaque fois qu'il a eu à affronter des petits gabarits, Lesnar, c'est marrant, hein, il a cette capacité à nous sortir des gros matchs. Bon, Donc après, il faut reconnaître que la majorité des gabarits est petit face à Lesnar. C'est vrai que oui, oui, non, oui, non, on est non, mais d'accord. je suis Mais là, d'accord tu avec vois, toi. on descend encore d'une Ouais, ouais, ouais. catégorie Là, de gabarit avec ces gars-là, quoi. ouais, ouais, Et complètement, un Daniel complètement. Bryan ou un Ricochet à côté d'un Lesnar, c'est vraiment là, tu vois quoi. Là, on est comme tu disais, David contre Goliath. Voilà, on est dans l'exemple type, quoi. Ouais. Mais et du coup, c'est pour ça que je suis assez intéressé. Est-ce que ça va être effectivement un truc de 40 secondes et Brock il va mettre une souplesse et puis un F5 et puis terminé, ou est-ce qu'au contraire on va avoir droit au match de Brock face à un Ouais. petit sur quelques minutes et sur Ouais, je lequel pense que ce sera la recette classique. voilà. Ce- Donc écoute. Pour le moment, c'est pas mal. Après, bon, voilà, moi, Ricky, tranquille, quoi. Il bat le Bobby Lashley, qui pour moi fait l'un de ses meilleurs matchs depuis plusieurs mois, là. Et vraiment, je suis, voilà, bon, maintenant, il a Lana à ses côtés systématiquement. Voilà, ça, c'est entériné, c'est réglé. La feud avec Rousseff est oubliée. Ça y est, c'est fini aussi depuis 2 semaines. On peut le dire officiellement.
Donc du coup, Écoute, c'était pas oui. mal. Un petit match de 11 minutes, plutôt sympa. Moi, ça m'a bien plu, la victoire de Ricky. Que demande le peuple? N'est-ce pas, peuple de catch-up? Bah écoute, le peuple est heureux, je suis sûr, et Ricky est heureux, c'est bien là l'essentiel. Voilà. Euh, un mec qui est beaucoup moins heureux, par contre, c'est... Enfin, on ne sait pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas justement ce qu'il pense, donc il est peut-être heureux, mais il n'a pas l'air. C'est Randy Orton. Randy Orton qui arrive, sa musique qui retentit, et il s'avance vers le ring pour peut-être retenter de nous donner dans son explication sur son agression terrible, sur sa trahison face à son ex-partenaire Edge qui faisait son retour. Voilà, agression qui reste encore bien vivante dans nos mémoires. Ce concerto sur la nuque du pauvre Edge. Randy Orton qui avait essayé de s'expliquer, mais qui avait été finalement chassé par la bronca du public la semaine dernière. Il revient, il retente encore une fois de parler, mais c'est pas évident. Tu sens que le public lui en veut beaucoup. C'est horrible ce qu'il a fait, cette saloperie de vipère là. Et puis alors là, à la surprise générale, c'est Matt Hardy qui débarque. Alors Matt Hardy qui débarque avec le theme song de Jeff Hardy. Alors au début j'étais encore plus choqué parce que je me suis dit putain c'est Jeff Hardy. Mais en fait non, je sais pas, ils ont mis la Ils sont musique de bourrés. Jeff. Je sais Mais pas, ouais, ouais, c'était je sais pas, bizarre. Ouais. mais enfin, il y a eu un botch, hein, à mon avis, là. Ouais, alors c'est bizarre parce que sur le titre intro, il y avait quand même marqué Matt Hardy, mais je sais pas, ils l'ont recustomisé, je sais pas. Toujours est-il que c'est Matt Hardy qui débarque. Alors delete. Bon, on se demande ce que Matt Hardy fait là, à part venir se prendre son RKO hebdomadaire, on se demande bien. Sauf qu'en fait, il en a gros, Matt Hardy. Ouais, Il en a ouais. gros. Il prend le micro et il déballe son sac et voilà. Et en fait, il demande voilà, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, Randy Orton? Alors j'imagine que tu dois te demander pourquoi est-ce que moi, de tous les autres, de tous les hommes du vestiaire, est-ce que c'est moi qui sors te poser cette question? Parce que bon bah voilà. Matt Hardy et Edge ont un passé sulfureux qui dépasse largement les frontières du kayfabe. Hein. Il y a eu, ils se sont en effet plus que haïs fut un temps à cause d'affaires extra-conjugales qui sont maintenant de notoriété commune. Et donc Matt Hardy qui aurait toutes les raisons du monde quasiment, c'est un peu ce qu'il essaye de dire, de se réjouir de ce que Randy Orton a fait, sauf que non. Bah non, parce que le catch c'est plus que ça, les amis. Le catch c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de camaraderie, c'est une histoire d'aventure. Et Matt Hardy, lui, Edge, c'était son compagnon, c'était avec lui qu'il a révolutionné le catch, avec lui, avec Jeff Hardy, avec Christian. C'est avec ces trois autres zozos là qu'il a inventé le TLC qui est devenu un match, une stipulation de légende à la WWE. C'est lui qui a révolutionné le ladder match à WrestleMania. Ils ont un petit peu, c'est vrai, écrit l'histoire du catch tag team à la WWE, ces quatre-là. Et du coup, il explique voilà ce lien qui les unit. Il va bien au-delà des différends qu'il y a pu avoir. Et du coup, quand il a vu Edge prendre sa retraite à cause des blessures et de voir sa carrière se terminer pas selon voilà, les termes qu'avait décidé Edge, ça lui avait fendu le cœur. Et quand il l'a vu revenir de manière miraculeuse au Rumble, il était très ému et super heureux pour lui. Et donc là, voilà, voir ce que Randy Orton a fait, cette trahison de briser à nouveau, peut-être, on ne sait pas encore, hein, parce qu'on n'a toujours pas de news sur la santé de Edge, hein, mais de briser encore les rêves de Edge, de peut-être finir sa carrière comme il l'aurait entendu. Bah, il trouve que c'est scandaleux, que c'est honteux et que c'est un énorme connard. Et donc il lui demande what is wrong with you? C'est quoi ton problème? Mais t'es taré. Et donc finalement ils finissent par se cogner dessus, évidemment, c'est inévitable. RKO contré, mais finalement ça finit par passer, c'est inévitable. RKO de Randy Orton. Et là, la vipère qui encore une fois se transforme et va chercher deux chaises. Concerto sur Matt Hardy comme il l'a fait sur Edge. Et le segment se termine ainsi sur une nouvelle décimation là, d'une légende de la WWE sous les huées du public. Randy Orton continue à travailler son capital hit, son capital heal en vue de l'inévitable affrontement. Moi, j'ai trouvé ce segment super poignant. Je sais pas ce que toi tu en as pensé. Bah, déjà, comment Orton il s'installe dans un rôle aussi, lui, de top heel, là, c'est quand même. Ah ouais. En fait, c'est fou, hein, à Raw, comment ça se bouscule au portillon, hein, entre Seth Rollins, Randy Orton.
Les mecs, comment ça cultive la illitude en ce moment, là, c'est assez impressionnant. Hein. Et là, pour le coup, Randy Orton, il a fait absolument, mais absolument tout ce qu'il fallait lundi soir pour se choper une hit totale. Et puis, concernant Matardi, je crois, je crois, mon bon Giscal, que c'est le chant du cygne, ça s'appelle ça. Son contrat, c'est comme tu disais, de notoriété commune, de notoriété publique. En fait, son contrat s'arrête le 1er mars à Matardi. Donc, et il va partir, hein, il est clair et net qu'il va pas continuer à la WWE. Donc, je crois qu'en fait, c'était une forme d'adieu. Alors bon, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que peut-être que ce gars-là, il mériterait peut-être d'autres adieux quand même que ce qu'on a vu lundi soir. Après, c'était plutôt bien qu'il rappelle justement un peu comment ils avaient fait par équipe et l'innovation qu'ils ont eue sur les matchs, sur des stipulations de matchs, etc. Qu'effectivement, le TLC, c'est un moment important dans leur carrière. Son rapport à Edge et tout ça, c'était assez poignant. Il y avait une mélange de kayfabe et de réalité dans la promo de Matardi. Ça se finit avec le RKO et puis le cassage de tronche dans les chaises, mais voilà, pour moi, on a vraiment assisté au chant du cygne de Matardi et je pense qu'on le reverra même pas, parce que je crois que là, tu vois, il se prend un RKO qui est une espèce de truc ferme et définitif, non? Voilà. Giscal. Oups. Bah oui, on m'entendait plus forcément. Ah bah oui, on t'entendait plus là. Non, je disais que tu avais complètement raison, que c'était une façon, oui, de lui dire adieu et de l'écrire hors des scripts, ce qui est, bah voilà, c'était inévitable. Tu as rappelé sa situation contractuelle. Moi, je trouve que les adieux étaient plutôt sympas. Bon, après, tu connais aussi un petit peu la tradition. Souvent, à moins que ce soit vraiment des méga top stars, la tradition veut un petit peu que le dernier segment, le dernier match ou le dernier angle serve un petit peu plutôt à partir par la petite porte et mettre over. Ah oui, je suis d'accord. Donc, en soi, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon mélange de justement en profiter pour mettre over Randy Orton, tout en faisant un beau petit récap rapide en 5 minutes de sa carrière, qui, c'est vrai, a une certaine importance dans l'histoire de la WWE. Et puis c'est quand même un beau petit discours, un beau geste de sa part, parce que voilà, ils ont eu une histoire qui a largement dépassé les frontières du catch, c'est Edge et Matt Hardy, et d'être finalement passer au-delà de ça et de profiter de ce départ de la WWE pour être mêlé un petit peu à une sorte d'hommage à Edge. Je trouve que c'était assez touchant. Donc j'ai trouvé que c'était bien exécuté et bien intégré dans la storyline. Et voilà, Randy Orton, tu l'as dit, hein, il y a des top heels, il commence à y en avoir beaucoup. Et Randy Orton en top heel, en super méchant, sans cœur, au sang-froid et tout, il est très très fort. Hein, donc ça marche bien. Ça marche bien. Ça passe crème. Après, juste pour Matardi, hein, le dernier que je dirais sur Matardi, c'est que je crois qu'on voit tous et on est tous conscients à quel point il est cramé physiquement, quoi. Que comment il boite, comment il a du mal à juste à traverser le ring là pour le mini brawl qu'il a avec Orton avant de prendre le RKO. Hein. Tu vois à quel point ce gars-là, il a donné son corps au catch, quoi. Tu vois, même dans sa façon de parler, tu sens qu'il a un peu du mal à articuler, c'est compliqué et tout. Physiquement, il est cassé. Hein, ouais. C'est vraiment un gars qui est au bout du chemin, là. Ouais. Allez, on va continuer. Juste avant de parler du main event, on va packager un petit peu. Bon, il y a eu quand même un petit peu de low card et de segments what the fuck. Alors, on a eu une petite promo de Ruby Riott qui est venue expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait attaqué Liv Morgan la veille. Parce que pour toi, elles étaient meilleures amies. Mais justement, en fait, c'est justement parce qu'elles étaient meilleures potes que Ruby Riott nous explique que elle connaît la vraie Liv Morgan. Elle voit clair dans son jeu, hein, cette petite transformation, elle y croit pas 2 secondes, et que Liv Morgan, ça a jamais été une leaduse ou quelqu'un qui frappe quand elle le décide. Au contraire, c'est une followeuse, hein, c'est une suiveuse, et elle frappe quand moi je lui dis de frapper, parce que c'est moi sa chef, et donc elle va la remettre à sa place. Donc voilà, bon, petite feu de feu Riot Squad qui s'entame. On a également eu un squash, le squash hebdomadaire d'Aleister Black, qui, on va dire que c'est légèrement monté en gamme cette semaine, puisque on n'est plus sur du jobber local, on est passé sur du Akira Tozawa, mais le résultat est le même.
puisque c'est un Black Mass pour Akira Tozawa, avec la réaction assez hilarante de l'arbitre au passage, si vous n'avez pas fait gaffe, on a l'impression qu'il se prend le Black Mass aussi fort que Akira Tozawa. Encore une fois, une petite promo un peu cryptique, un peu motivation de Aleister Black, hein, qui dit que maintenant, voilà, il se sent comme un animal en cage et qu'il va amener tout le monde dans sa cage. Là, enfin, je n'ai pas tout compris. On attend juste que ça s'accélère encore un petit peu plus pour lui, voilà, que ses discours soient suivis des faits. Et puis on arrive au main event. Je ne sais pas si tu avais un petit commentaire sur ces deux segments. Bon, tu sais, Riot SF, quoi. Aleister Black, bah écoute, pour moi, il continue à patauger, quoi. Et voilà, il fait un peu toujours la même chose. Bon, on l'a sorti de sa cave, maintenant, il se met au milieu du ring pour expliquer qu'il va casser des gueules, mais voilà, on lui donne un petit peu plus d'adversité avec un Akira Tozawa, mais finalement dans un match assez court, où Akira Tozawa n'aura pas eu le temps de montrer grand-chose, alors que c'est un type qui est entre les cordes, que je trouve assez Ouais. bon. Mais bon, voilà, il fallait donner une victime expiatoire aux Hollandais. Et c'était Akira Tozawa. Voilà, c'était pour nous. C'était la mise en bouche avant le main event. C'est ça. Main event qui donc voit les 8 incontournables, hein, les 8 salopards là, s'affronter dans le ring. Seth Rollins, Murphy, AOP contre les Viking Raiders, Eric Ivar et Kevin Owens et Samoa Joe. Bon, écoute, main event multiman classique, on va dire, d'épisodes hebdomadaires à la WWE, mais formule qui est relativement bien maîtrisée, avec un beau bordel et quelques spots assez sympas, notamment, c'est vrai, quand justement tu l'avais mentionné en début d'émission, pour ceux qui aiment le muscle, hein, pour ceux qui aiment la grosse barbaque, il y a de quoi bouffer dans le ring, et du coup il y a eu des spots où on a vu notamment Eric Ivar et Samoa Joe faire un triple, pas un topé suicida, hein, mais c'est un suicide dive entre les cordes qui était assez impressionnant, parce que tu te dis que quand les trois doivent courir en même temps sur le rythme, ça doit secouer. Donc il y a eu quelques petits spots assez sympas. Murphy, qui a pas mal tiré son épingle du jeu aussi pendant tout le match, avec beaucoup de séquences offensives pour lui. Encore une fois, tu sens qu'il joue bien sa carte dans ce petit groupe. Et le segment final finira par s'enchaîner avec, si je ne me trompe pas, une coquina clutch de Samoa Joe sur Buddy Murphy. Mais Seth Rollins, qui passait par là alors que tout le monde était un petit peu en train de se bagarrer aux abords du ring, en fait place un stomp sur Samoa Joe pendant qu'il étrangle Buddy Murphy, qui permet à Murphy de placer le tombé et d'arracher la victoire pour son équipe après 18 minutes 30 de match. Et donc les heels qui continuent, malgré, je trouve, un petit peu au micro et dans les faits, de passer un petit peu pour des débiles. Quand il s'agit de catcher, ils continuent à enquiller les victoires. Donc bravo à eux. Et maintenant, on attend que ça grimpe, hein, après cette victoire encore à 4 contre 4 des heels. Ouais, je sais pas où ça va mener tout ça, mais en Non. tout cas, le match était. Ouais, le coup des 500 kilos de barbac là, qui traversent le ring et qui font le suicide dive, là, ça c'était un grand moment. Et, c'était vraiment intense, quoi. Là, franchement, les 8 gars là étaient vraiment au taquet sur le ring, c'était vraiment plaisant. Voilà, moi je te dis, c'est ce qu'on s'est dit en début d'émission. Je sais pas trop où va mener toute cette rivalité. Bon, à un moment ou un autre, dans le Tag Team Championship va être dans la balance. C'est pas possible autrement, quoi. Bah oui. Et je vois pas comment ils peuvent faire. Mais après, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de Joe, vis-à-vis de Kevin Owens en particulier, parce que moi, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va arriver à Kevin Owens. Et je sais que du coup, du fait de sa non-participation à Super Showdown, il va être en stand-by plus ou moins pendant quelques temps là. Mais je suis curieux de voir, parce que moi, en fait, si tu veux, je perds pas de vue qu'on a WrestleMania qui arrive bientôt, qui est tout proche maintenant. Ça va arriver vite, hein. Quel va être le programme de Kevin Owens à WrestleMania? C'est ça ma question. C'est ça la question. On sent qu'au micro, il se prend quand même vachement le bec avec Seth Rollins en particulier. Tu sens que c'est un peu le leader du côté face. Hein, alors, est-ce que ça va être un mano à mano entre les deux? C'est vrai qu'après tous les chassés croisés, après tous les matchs là qu'ils sont en train de faire, ça semblerait un poil fade que ça se termine là-dessus.
C'est vrai que j'ai un peu du mal à voir où ça peut aller. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait on a fait des matchs tag team avec en plus il y a une prise de titre qui est pas trop exploitée. On a fait des 3v3, on a fait des 4v4. En fait, c'est vrai qu'on se demande un petit peu finalement, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Est-ce qu'il faut foutre des échelles, des tables et faire ouais, ou alors est-ce que la WWE pourrait tenter un Wargames dans le main roster? Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire de plus en fait. Ou alors Kevin Owens et Samoa Joe vont aller chercher le titre par équipe face à Murphy et Rollins, mais ça serait bizarre en ayant les Viking Ouais, Raiders dans leur camp, quoi. ouais, c'est bizarre aussi parce que du coup les Viking Raiders, tu te dis bon alors du coup nous on va se casser, vous avez plus besoin de nous. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas. Je suis un peu perplexe là-dessus. J'ai envie de dire que pour l'instant ça me plaît, mais un peu comme toi, je suis perplexe. Je sais pas ce qui va se passer pour WrestleMania. Bon, après, tu me diras, est-ce que c'est peut-être une bonne chose, hein, la carte a encore le temps de se dessiner, donc on a encore le temps d'être surpris. Mais maintenant, ça va être l'heure de nous dire si toi tu as été surpris par ce Raw, mon cher Chris, avec le mot de la fin, comme d'habitude, tu connais le top, le flop et ta note. Alors, comme ces derniers temps, j'ai pas grand-chose en fait de vraiment qui m'a oh là là, où je me suis dit: «Ah, c'est vraiment trop pourri ce soir-là». Donc je sais pas trop, oh là là, j'avoue que mon flop, j'ai un peu, peut-être que, mon flop, je vais le donner peut-être à Aleister Black, parce que voilà exactement le cas typique de catcheur et de personnage dont je ne comprends pas, où ils vont avec lui, quoi. Et ça me dérange toujours quand il y a un catcheur comme ça qui navigue complètement à vue et qu'on lui donne du temps d'antenne parce qu'on finalement on juge que c'est bien de l'avoir à l'antenne. Mais une fois qu'il est à l'antenne, finalement, on n'en fait rien, quoi. Donc, tu vois, ce genre de traitement. Donc, c'est pas tellement un flop contre le catcheur, là, c'est un flop contre cette gestion de personnage que je trouve toujours étrange et que j'ai du mal à m'expliquer, quoi. Donc Ok. voilà, mon top, je vais le donner à Becky versus Asuka, quoi, aux 19 minutes de bons catch, de bons matchs féminins qu'on a eu. L'arrivée de Baszler et puis le Steve Austin time de Becky avec la prise d'ambulance et le retour et tout ça, quoi. Moi, tout ça, ça m'a bien fait marrer. Et puis voilà, puis c'était un bon match, quoi, vraiment un match solide et tout ça, quoi. Donc il y avait vraiment là, il y avait un total package pour moi dans ce segment. Donc ça va être mon top. Et puis ma note, ça va être une bonne note. Je vais lui mettre un 3,5 à ce Raw. Eh ben, ça Je fait vais lui mettre plaisir. un, je vais lui mettre un 3,5. Voilà, mais je note très bien hein, les quand j'ai eu à les reviewer ces derniers temps. Moi, ça fait plus sur moi que Raw. À Raw, je m'éclate bien, quoi. Hormis quelques trucs, des fois, voilà, un peu qui passent un peu à côté, mais globalement, je m'éclate plutôt bien à Raw. Si vous écoutez les reviews de SmackDown, les amis, vous savez que c'est pas vraiment ça qui se passe. Ouais, Donc, ouais, ouais. je suis heureux de pouvoir faire une review d'un show qui m'a bien plu, et donc je lui mets un 3,5 à ce Monday Night Raw. Eh ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je vais faire comme la semaine dernière, je vais remettre un 4 encore à Raw. Ah ouais, Ouais, parce que en fait, je suis un peu bluffé. Vraiment, depuis maintenant quelques semaines que je m'embête plus du tout. J'arrive à regarder un Raw de A à Z sans me faire chier, quasiment sans faire d'avance rapide. Les segments de low card, de jobber et tout sont conservés vraiment au minimum légal. Et d'ailleurs, ça me pousse à avoir un peu le même constat que toi, qui fait que j'ai pas vraiment de flop, hormis tirer sur des ambulances, des jobbers. Finalement, tous les segments ont été globalement maîtrisés. Je pense que je pourrais également donner mon flop peut-être dans les segments un peu bâclés à Aleister Black, peut-être, parce que oui, moi aussi, je trouve que il tourne un petit peu en rond et on le garde à l'écran juste pour le garder à l'écran. Mais c'est sans doute le seul point noir, parce que dans toutes les vraies histoires développées, j'ai été très satisfait. Et du coup, j'ai un peu l'embarras du choix pour mon top, mais je vais choisir de le donner à la flamboyance de Drew McIntyre cette semaine, qui j'ai trouvé extrêmement à l'aise dans le VIP Lounge avec MVP, et qui m'a d'une certaine manière vraiment bluffé et un peu ouvert les yeux sur ce que ça pourrait être son année en 2020, parce que je trouvais que c'était un segment qui vraiment démontrait au public qu'il avait tout, quoi. Et j'ai trouvé vraiment très très bon cette semaine, donc il aura mon top. Donc voilà, 4 sur 5. Il est très très bon depuis des semaines et des mois. Ouais. C'est le bel homme, c'est le psychopathe écossais. Moi, je suis vraiment ravi de voir ce mec
avec tout le parcours qu'on connaît, avec tout ce qu'il a fait derrière, tout ce qu'il y a derrière lui, tout le background, et ben franchement, voilà une belle année 2000 qui commence avec Drew McIntyre. Je suis bien d'accord et une belle année qui commence avec vous, chers auditeurs, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur tout ce que les plateformes audio, enfin tout ce qu'Internet compte de plateformes audio, puisque vous pouvez retrouver, comme toujours, notre podcast sur PodCloud, sur Spotify, sur iTunes, la version vidéo audio, comme vous voulez, évidemment, et sur YouTube, sur la chaîne Catch-up CDC. Suivez-nous également et mettez des pouces, des étoiles sur les réseaux sociaux avec notre Instagram et notre Twitter @catchupcdc ainsi que notre page Facebook @catchupcdc. Vous pouvez nous contacter, nous laisser des messages, on tâchera d'y répondre du mieux que possible et le plus rapidement possible. On a également un serveur Discord, vous pouvez venir discuter de tout et de rien, principalement de catch, mais aussi de la vie, voilà, de manière générale. N'hésitez pas à venir discuter avec l'équipe. Le lien est dans la description des podcasts et de la vidéo YouTube. Et puis voilà pour l'auto-promo. Merci Chris de m'avoir accompagné dans ce bel épisode de Monday Night Raw. Merci à toi Giscal, c'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en tag team tous les deux, Oui. donc c'est sympa, c'est cool. Plaisir partagé. Et puis écoute, je te donne rendez-vous à toi et à tous nos auditeurs pour le SmackDown de cette semaine qu'on espère un peu plus clair que ces dernières semaines. Et puis surtout, on vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end de catch. Ne manquez pas NXT TakeOver Portland, surtout avec une carte de feu. Oui. Et je vous dis à tous, ciao ciao tout le monde. Salut Giscal, salut peuple de catch-up. Voilà, bonjour. Bonjour messieurs.